Il rythme la passion humaine avec une simplicité prodigieuse. Il battra au cours de notre vie plus de 2,5 milliards de fois, pompant 56 millions de litres de sang. Il est l'organe le plus souvent associé à l'âme humaine. Il est le pouls de la vie. Découvrons ensemble les mystères du cœur dans ce nouvel épisode du corps humain. Il faut être deux pour danser le tango. Il faut être deux pour tomber amoureux. Deux esprits sur la même longueur d'onde. Deux cœurs qui battent à l'unisson. Mais le fonctionnement du cœur n'a aucun rapport avec la croyance populaire. Il n'est pas le siège des émotions, il est simplement une pompe qui, à travers un labyrinthe de vaisseaux sanguins, alimente les extrémités du corps. Le cœur est l'organe interne le plus exceptionnel du corps humain. C'est le seul que nous sentons fonctionner, surtout quand nous dansons, quand nous faisons de l'exercice ou quand nous faisons l'amour. Les ondes sonores émises par le cœur représentent la vie. Elles signalent que chaque partie du corps est irriguée par du sang réoxygéné, générateur d'énergie et de vitalité. Le sang est le courant de la vie. Il traverse des éléments essentiels à chaque cellule du corps. Il joue aussi le rôle d'éboueur quand il débarrasse les muscles en plein travail de tous leurs déchets. Le sang charge et décharge sa cargaison dans de minuscules vaisseaux qui se frayent un chemin parmi les cellules. Son chargement est constitué d'éléments nutritifs, d'eau et de corps chimiques. Mais sa cargaison la plus précieuse est l'oxygène. Chaque cellule doit recevoir de l'oxygène pur en permanence. Pour danser, Miguel et Ubiane ont besoin que leur corps soit constamment irrigué. Le corps humain contient 6 litres de ce fluide porteur de vie. Grâce à un réseau labyrinthique de vaisseaux, le sang circule à travers les muscles, les tissus et les organes. Mis bout à bout, il pourrait atteindre une longueur de 161 000 km, soit 4 fois le tour du monde. Le cœur transmet une impulsion qui fait circuler le sang continuellement. Dans des vaisseaux plus larges, le sang circule à une vitesse de 1,5 km à l'heure. Dans les capillaires les plus fins, sa vitesse est 1000 fois plus lente. Le sang a ainsi tout le temps d'échanger des substances avec les 60 milliards de cellules du corps humain. Le cœur est à même d'accélérer ou de ralentir la circulation sanguine. Quand on est détendu, le corps ne nécessite pas beaucoup d'oxygène. Le cœur bat lentement et le sang réalise son parcours en 1 minute. À la suite d'un exercice physique ou d'une excitation, les cellules recherchent désespérément des éléments nutritifs et de l'oxygène. Le cœur pompe plus rapidement pour les approvisionner en quantité suffisante.
Le sang traverse le corps de Miguel en 10 secondes seulement. La vitesse du flux sanguin qui alimente ses muscles en plein effort est 20 fois plus rapide. Son cœur pompe 14 litres de sang par minute. Même pour Miguel, qui est en parfaite condition physique, il faut un certain temps avant que le cœur ne retrouve un rythme normal. Pendant que Miguel se remet de ses efforts, le sang irrigue son corps, lui apportant surtout de l'oxygène transporté par des cellules spécifiques. Le sang est plus épais que l'eau car il est constitué de différentes sortes de cellules. L'hémoglobine, qui transporte l'oxygène, donne au sang sa couleur caractéristique. Sans elle, le sang serait jaune pâle. Chaque goutte de sang contient 5 millions de globules rouges. Il y en a 25 000 milliards, soit 40 pour chaque cellule du corps. Un globule rouge est rempli de réservoirs spécialement conçus pour transporter l'oxygène. Sur cette image réalisée par ordinateur et représentant l'hémoglobine, on aperçoit 4 petites zones cruciales. Tel un aimant, elles attirent l'oxygène. Le reste de cette énorme molécule, constituée d'un ensemble de 10 000 atomes, sert seulement à abriter ces zones très particulières. Les poumons contiennent un épais réseau de vaisseaux sanguins. Enroulés autour de minuscules poches d'air, c'est ici que l'hémoglobine se charge d'oxygène. 1/5 du sang en permanence dans les poumons est affecté à cette tâche. Le sang coule au milieu de millions de capillaires qui relient les tissus pulmonaires entre eux. L'oxygène contenu dans les poches d'air traverse facilement les parois, puis arrive dans le sang pour être absorbé par les globules rouges. Quand il manque d'oxygène, le sang est de couleur bleue. Dès qu'il se charge de ce gaz vital, sa couleur vire au rouge. Cette réserve d'oxygène est maintenant prête à irriguer les différentes parties du corps. C'est le cœur qui permet leur irrigation. Coincé entre les poumons, le cœur est à peine plus gros qu'un poing et il pèse moins de 500 grammes. Ce scanner montre un cœur qui bat et pompe le sang en cadence. En dépit de ce que l'on croit généralement, le cœur se trouve au milieu de la poitrine. Mais les pulsations cardiaques les plus fortes se situent dans la partie la plus basse de la poitrine. C'est pour cette raison que nous ressentons les battements du cœur sur le côté gauche de la poitrine. Au repos, le cœur bat 70 fois par minute, soit 100 000 battements quotidiens au cours de notre vie. Chaque battement de cœur pompe 48 millilitres de sang, soit la contenance de ce verre de vin. Les parois du cœur sont constituées de fibres musculaires extraordinaires. Au microscope, les cellules du cœur se contractent sans cesse, chacune à son rythme. Mais dès que 2 cellules du cœur se rencontrent, elles battent à l'unisson, rythmées par d'infimes courants électriques. Cet électrocardiogramme est un enregistrement de l'activité électrique qui traverse le muscle cardiaque, contrôlé par un faisceau de cellules nerveuses connu sous le nom de nœud sinusal cardiaque.
Le nœud sinusal cardiaque coordonne les battements du cœur. Il reçoit également les messages que lui transmettent les autres parties du corps, augmentant ou diminuant le flux sanguin à la demande. Les muscles ont davantage besoin de sang quand ils sont en plein effort. Mais des émotions fortes peuvent également stimuler le cœur. L'amour et la peur lui font battre la chamade. Cet organe toujours en action peut paraître compliqué, mais sa tâche est très simple. Des valvules divisent le cœur en 4 cavités. Elles fonctionnent par groupe de 2 et forment 2 pompes indépendantes. L'une de ces pompes oblige le sang dépourvu d'oxygène à se diriger vers les poumons. L'autre irrigue le corps tout entier. Les parois des ventricules sont faites de muscles qui se contractent en cadence. Les valvules, solides mais souples, garantissent le flux sanguin en sens unique. Les 4 valvules du cœur sont toutes différentes, mais elles assument la même fonction. À chaque fois que les muscles cardiaques se contractent, le sang est rejeté dans une seule direction. Lorsqu'il se relâche, la valvule se referme instantanément pour empêcher le sang de refluer. Le bruit de ces valvules traduit les efforts réalisés par le cœur. Quand les 2 valvules principales se referment rapidement, elles émettent le bruit d'un second battement de cœur. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que le sang effectue en 1 minute un cycle complet dans le corps. Tout commence dans la partie gauche du cœur, la pompe la plus résistante. L'oreillette gauche se remplit de sang chargé d'oxygène issu des poumons. Les piliers de cette cathédrale biologique sont constitués de muscles et de fibres très résistantes. Elles permettent de rejeter la moindre goutte de sang à chaque battement de cœur. Les parois rejettent le sang par la valve mitrale. Ces 2 clapets sont supposés ressembler à la mitre d'un évêque. Un système de cordage maintient en place ces clapets. Le sang pénètre dans le ventricule gauche. Il est entouré par le muscle cardiaque le plus puissant. Quand le ventricule est rempli de sang, les parois musculaires se contractent. La valve mitrale, qui donne sur l'oreillette gauche, se referme instantanément. Le sang chargé d'oxygène et d'énergie est rejeté à travers la valvule aortique. La pression est telle qu'elle lui permet d'atteindre les parties du corps les plus éloignées. Au-delà de cette valvule se trouve la plus grosse artère du corps humain, l'aorte. Ici, le sang commence un incroyable voyage. Devant se trouve l'une des voies qui mène vers plusieurs artères. À chaque pulsation cardiaque, le sang suit le conduit de l'aorte, vers le haut puis vers le bas. Le cœur n'est pas nourri par le sang qu'il contient. Ses muscles doivent être alimentés par une source extérieure. Le cœur est donc le premier à recevoir du sang réoxygéné. De petites ramifications artérielles partent de l'aorte puis retournent vers le cœur. Ces artères coronaires se divisent indéfiniment en vaisseaux sanguins de plus en plus petits, puis pénètrent profondément dans les muscles en plein effort. Ces vaisseaux très étroits sont tous interconnectés. Ce mécanisme est infaillible.
Si le sang ne peut pas suivre cette voie, il est fort probable qu'il en suivra une autre. Le retour du sang, appauvri en oxygène, est évacué par un système de veines coronaires bleues vers le côté droit du cœur. Au sommet de la crosse aortique, le sang peut aller dans 3 directions différentes. Les ouvertures à droite et à gauche sont les artères qui vont dans les bras. Celle du centre et de la tête contient un organe très actif qui recherche de l'oxygène neuf en permanence. Les vaisseaux sanguins doivent fournir au cerveau 1 litre de sang par minute, soit le contenu de cette bouteille. Le cerveau est le seul organe à être irrigué en permanence afin de contrôler au mieux le fonctionnement du corps, même quand nous passons une soirée à nous détendre entre amis. L'aorte descendante irrigue le milieu et le bas du corps. Le sang ne suit pas les conduits annexes qui mènent à la tête et aux pieds. Il continue vers le haut de l'aorte. Celle-ci passe derrière le cœur et entre les poumons et continue son parcours à travers ce conduit qui rétrécit indéfiniment. Elle rejoint un carrefour important où les artères mènent au rein. À ce niveau, le sang passe à travers des millions de filtres microscopiques qui se débarrassent des toxines et du surplus d'eau. Les déchets sont éliminés dans les urines par les uretères jaunes. Ils font partie intégrante de la tuyauterie du corps humain. Les artères ne sont pas seulement des conduits. Leurs parois résistantes sont constituées de piliers musculaires. Ces muscles jouent un rôle actif dans le contrôle de la pression sanguine et conduisent le sang vers les parties du corps qui en ont besoin. Les artères se ramifient indéfiniment en vaisseaux de plus en plus petits. Plus l'artère est fine, plus elle module le débit du sang. Des cellules spécifiques, situées au carrefour, dirigent le flux sanguin. Elles changent de forme afin d'ouvrir ou de fermer la jonction entre 2 vaisseaux sanguins. La plus petite des artères peut agir sur le flux sanguin qui la traverse. Elle peut le ralentir, l'accélérer ou l'arrêter. Tous ces systèmes de contrôle simplifient énormément le fonctionnement du système sanguin. Les artères irriguent à leur guise telle ou telle cellule. Toutes les artères mènent au capillaire. Un capillaire mesure seulement 1/2 millimètre de long et il est 2 fois plus fin qu'un cheveu. Les capillaires sont si fins que les globules rouges doivent parfois changer de forme pour se frayer un chemin. C'est ici que le sang décharge son indispensable réserve d'oxygène et d'éléments nutritifs et qu'il emporte avec lui les déchets des cellules. Dépossédé de son oxygène et chargé de gaz carbonique, le sang retourne maintenant vers le cœur et les poumons. Les capillaires rejoignent de petites veines pour former des vaisseaux sanguins plus larges. Une veine se trouve souvent à côté d'une artère étroite dont le flux sanguin circule en sens inverse.
Ces deux vaisseaux acheminent la même quantité de sang par seconde. Mais cette veine sombre doit être plus large. Dans les artères, le sang circule très vite car il est propulsé par les battements du cœur. Il subit moins de pression dans les capillaires étroits et circule plus lentement dans les veines. C'est pour cette raison que les veines doivent être plus larges pour maintenir un débit équivalent à celui des artères. Les parois des veines sont dénuées de muscles, mais elles se servent de l'énergie qui les entoure. Les muscles des jambes en mouvement compriment le sang. De petites valves à l'intérieur des veines empêchent le sang de redescendre. Ces valves sont plus indispensables à l'homme qu'à la majorité des animaux à quatre pattes. Quand nos ancêtres ont adopté la position debout, la distance séparant les pieds du cœur a augmenté de 50%. Le sang veineux doit vaincre la pesanteur pour remonter sur un peu plus d'1 mètre. Quand les veines principales atteignent le milieu du corps, elles ne sont plus entourées par des muscles actifs. Mais les muscles de la respiration prennent maintenant le relais. À chaque inspiration, la veine la plus importante qui passe sous les poumons est comprimée. Le mouvement de la cage thoracique diminue la pression qui se trouve à l'entrée de cette veine, aspirant ainsi le sang vers le cœur. À chaque instant, 60% du sang qui se trouve dans les veines remonte doucement vers le cœur. Cela représente 3 fois la quantité du sang expulsé par le cœur, les artères et les capillaires. Le sang fait un aller-retour en 60 secondes. C'est maintenant à l'autre pompe de prendre le relais. L'oreillette droite récupère le sang bleuâtre issu des 2 grandes veines de la tête et du corps et du réseau vasculaire du cœur. En un battement de cœur, le sang passe à travers une valvule et pénètre dans le ventricule droit. Cette valvule a 3 clapets. La mise sous tension de cordage de la valvule empêche celle-ci de se retourner. Le ventricule droit est le plus faible des deux. Ces muscles poussent le sang jusqu'aux poumons qui sont très proches. Pour terminer le cycle, le sang passe à travers les poumons, puis retourne à la case départ dans le ventricule gauche. En chemin, il se débarrasse du gaz carbonique et se charge d'oxygène. Grâce à ce nouvel apport d'oxygène, les muscles régénérés sont prêts pour un autre tango. Le cœur est la plus sophistiquée de toutes les pompes que l'homme ait jamais conçues. Il fonctionne seul et se règle seul. C'est également un symbole puissant. Le cœur est le moteur de l'homme. Il est l'emblème universel du courage, de l'amitié et de l'amour. Il contrôle le moindre de nos mouvements.
Ces 14 milliards de cellules relient un réseau d'une infinie complexité qui nous permet d'apprendre dès la naissance. C'est l'organe le plus actif du corps humain. Il nous rend constamment perspicaces et créatifs. Découvrons les secrets de notre esprit en explorant le cerveau humain dans ce nouvel épisode du corps humain. Je pense, donc je suis. C'est le siège des pensées et de la conscience. Le cerveau humain est l'apothéose de l'évolution. C'est le seul organe conscient de sa propre existence. C'est une banque d'informations alimentée par nos sens, la vue, l'audition, le toucher, et qui détecte la chaleur, le froid, la plus douce des caresses ou la douleur d'un coup de poignard. Ces signaux sont transmis le long de l'autoroute de l'information du corps, la moelle épinière. Ce faisceau de nerfs très délicat est protégé par une armure recouverte de piquants, l'épine dorsale. Elle monte vers le casque osseux du cerveau qui contient un petit organe capable de renfermer le monde qui nous entoure. Pour Brian et ses camarades, ce joyau n'a rien d'exceptionnel. À la différence des autres organes du corps humain, il n'est pas facile de contrôler l'activité incessante du cerveau. Mais c'est la clé du succès. Nous avons dominé le monde, non pas en utilisant la force ou la vitesse, mais en développant cet organe très spécial. Nous savons penser de façon abstraite grâce à la parole et aux mathématiques. Et nous avons élargi nos connaissances de génération en génération. À première vue, le pouvoir du cerveau n'est pas évident. Ressemblant à une énorme noix, il est fait d'1,5 kg de tissu aqueux. Le secret du cerveau se trouve dans ces milliards de neurones microscopiques. Quand nous réfléchissons, d'infimes signaux électriques passent entre ces nerfs à la vitesse de l'éclair, tout comme les courants électriques qui passent dans les minuscules transistors d'une puce électronique quand on fait un calcul. Mais le réseau de nerfs est beaucoup plus compliqué. Les 10 milliards de connexions du cerveau sont 100 fois plus nombreuses que les étoiles de la Voie lactée. Les neurones en action ont besoin de beaucoup d'énergie. Ce réseau de vaisseaux sanguins apporte l'oxygène et le sucre, le combustible du cerveau. Toutes les minutes, un demi-litre de sang traverse le cerveau. Il doit être irrigué par le sang en permanence. Les nerfs meurent vite s'il manque d'oxygène. Après quelques secondes, certaines cellules meurent. Nous perdons connaissance. Après quelques minutes, le cerveau subit des dégâts irréversibles. Le cerveau de Brian a besoin d'un apport énergétique de 10 watts, une fraction de ce dont a besoin l'ordinateur. Comme l'ordinateur, son centre nerveux se raccorde à un réseau plus large.
L'énergie électrique transmet sans cesse des signaux le long de la moelle épinière en provenance et à destination du cerveau. Mais en gros plan, les neurones sont très différents des fils électriques. Les signaux doivent passer par de nombreuses connexions, créant des milliers d'itinéraires différents. Les neurones vivants peuvent se connecter à leurs voisins, créant de nouveaux itinéraires, à l'opposé de l'itinéraire des courants électriques programmés par ordinateur. Le système nerveux est l'une des premières parties du corps à se former. 3 semaines seulement après la fécondation de l'ovule, certaines cellules gonflent, formant le cerveau et la moelle épinière. En 2 mois, le système nerveux se développe à une vitesse incroyable. Pendant ce temps, le cerveau fabrique 250 000 nerfs par minute. Ces cellules traversent les tissus pour atteindre leur destination finale. Ici, de nouvelles cellules apportent une substance de remplissage pour se connecter aux cellules voisines. Pendant les 4 premiers mois de la grossesse, le cerveau du bébé fabrique tous les neurones qu'il possédera de façon définitive. Au même moment, les os, qui apparaissent ici en rouge, commencent à se former. Ils protègent le fragile réseau de nerfs. Le haut du crâne est constitué de 8 os séparés qui permettent au cerveau de se développer. 5 mois avant la naissance, il existe déjà 14 milliards de neurones. Pourtant, même à la naissance, il manque des connexions vitales entre ces cellules. À la différence des animaux, le cerveau d'un nouveau-né a encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre son état définitif. Le système électrique du cerveau est façonné par l'expérience que les parents et les professeurs transmettent après des siècles de connaissances dont ils ont hérité. Son réseau extensible de connexions permet au cerveau de se développer rapidement. Grâce à des signaux émis par les yeux, les oreilles, les mains et les pieds, le cerveau commence à coordonner les mouvements de ce jeune corps. À force de répétition, un enfant apprend à coordonner ses mains avec ses yeux, à se balancer sur ses 2 jambes et même à parler. À l'âge de 2 ans, certains enfants connaissent 2000 mots. Quand nous approfondissons nos connaissances, nous modifions la structure du cerveau. Toutes les régions du cerveau sont connectées entre elles par ces faisceaux de nerfs qui s'entrecroisent comme des lignes téléphoniques. À chaque fois que nous répétons un geste ou un mot, la connexion nerveuse utilisée se renforce. Plus nous apprenons de nouvelles choses et de nouvelles techniques, plus nous entretenons les connexions du cerveau. Ces reconnexions permettent à l'être humain d'acquérir des connaissances dans de très nombreux domaines. C'est la raison de la supériorité de l'espèce humaine. Ces reconnexions ont lieu dans la région antérieure du cerveau. C'est la région de la pensée. Chez l'être humain, le lobe frontal a atteint sa complexité maximale après des milliards d'années d'évolution. Le cerveau de nos ancêtres les plus lointains, les poissons, a une partie antérieure très petite. Cette petite frange sur la gauche. La partie principale contrôle la vue, le sens le plus important chez les poissons. Le lobe frontal s'est très vite développé quand nos ancêtres sont devenus amphibiens. Chez les reptiles, il occupe la plus grosse partie du cerveau. Chez les oiseaux, le lobe frontal est plus large. Un oiseau est plus malin qu'un reptile. Chez les premiers mammifères, le lobe frontal et l'intelligence ont continué à se développer. Et ce jusqu'à ce que la surface plissée du lobe frontal soit devenue prépondérante chez l'homme.
Caché à l'intérieur et en profondeur, nous avons toujours ce cerveau, ancêtre de celui des poissons, assumant une fonction extrêmement ancienne. Ces régions nerveuses permettent au cœur de battre et aux poumons de respirer. Le cervelet en forme de chou-fleur donne au corps son équilibre. Le cervelet humain est plus développé que celui des animaux, car il est certainement plus difficile de garder l'équilibre sur ses 2 jambes que sur 4 pattes. Cette région du cerveau, l'une des premières à se développer, a une beauté primitive qui lui est propre. Sans le cervelet, nous devrions nous concentrer pour tenir debout ou pour marcher. Partant de sa base la plus ancienne, le cerveau est constitué de couches successives de connexions délicates extrêmement compliquées. Dans ces couches se cache tout ce qui constitue notre individualité. Les émotions, la mémoire, les aspirations et la pensée. Le cerveau humain a atteint sa complexité et sa grandeur actuelle en seulement 5 millions d'années, depuis que l'homme s'est différencié du chimpanzé. L'histoire de l'évolution du cerveau est révélée par les transformations successives du crâne. Le cerveau d'un chimpanzé vivant aujourd'hui est juste un peu plus petit que celui de l'un de nos ancêtres éventuels, l'Australopithèque africanus, qui vivait il y a 3 millions d'années. Il y a 2 millions d'années, un cerveau plus large s'est développé. Ces personnes ont créé les premiers outils. Datant d'il y a 500 000 ans, ce crâne humain contient un cerveau 2 fois plus gros que celui des Australopithèques. L'Homo erectus avait maîtrisé l'art de faire le feu. Le cerveau humain a atteint sa taille actuelle il y a 130 000 ans. Mais il a fallu encore 100 000 ans pour atteindre une capacité intellectuelle similaire à la nôtre. Un enfant d'il y a 35 000 ans pourrait facilement apprendre tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour survivre aujourd'hui. Les caractéristiques humaines de l'époque, l'expression de soi et la curiosité sont encore la pierre angulaire de la société actuelle. En quelques millions d'années, le nombre de neurones du cerveau a incroyablement augmenté. Le cerveau risquait d'être trop gros pour le crâne, mais il fut sauvé par une figure géométrique idéale. Les cellules que nous utilisons pour penser se trouvent à la surface du cerveau, dans une couche qui mesure seulement 3 mm de large, le cortex. Comme une feuille de papier, le cortex s'est froissé, créant des plis. Si nous étalions tous ces plis, le cortex serait aussi grand qu'un oreiller. Grâce à ces plis délicats, nous dépassons de loin la capacité intellectuelle du cerveau d'un animal aussi gros soit-il. Les neurones situés dans le cortex permettent à l'être humain de réaliser un nombre de choses infinies, de prendre des décisions, de donner son opinion, d'analyser ce qu'il voit et ce qu'il entend pour le comprendre. Le cortex est constitué de 2 hémisphères distincts remplis de faisceaux nerveux. Les 2 hémisphères interprètent les choses différemment. L'hémisphère gauche est la région de la parole, et le droit, celui des images et des sentiments. Les nerfs échangent des informations par l'intermédiaire d'une large bande située à la base du cerveau. Chaque point de l'hémisphère droit est relié à un autre point strictement semblable dans l'hémisphère gauche. Si le mot « eau » apparaît dans l'hémisphère gauche,
l'hémisphère droit reçoit l'image de l'eau au même moment. Pour empêcher tout conflit dans le cerveau, un hémisphère, très souvent le gauche, prend la décision finale. En ce qui concerne les muscles, chaque hémisphère contrôle un côté du corps, partant des pieds et des jambes pour aller vers les mains et les yeux. Mais les systèmes de commande s'entrecroisent. Le côté gauche du corps est connecté à l'hémisphère droit, alors que les sensations ressenties par la partie droite du corps sont transmises à l'hémisphère gauche. Les régions les plus sensibles sont sous le contrôle d'un nombre incroyable de neurones connectés au cortex sensoriel. Cet étrange statut montre comment le cerveau perçoit le corps. Les parties sensibles ont été agrandies. Les lèvres paraissent énormes car elles sont très sensibles et idéales pour exprimer nos sentiments. Les enfants se servent des lèvres de façon instinctive pour explorer le monde qui les entoure. La balle stimule les nerfs de ses lèvres et envoie des signaux à cette région très spécifique du cerveau. Une autre région du cortex sensoriel est stimulée quand on touche quelque chose avec l'index droit. La main est remplie de tant de terminaisons nerveuses qu'elle apparaît disproportionnée. Le pouce est le plus gros doigt. Au toucher, il peut ressentir les détails les plus infimes. Le dos tout entier stimule moins de cellules nerveuses dans le cortex sensoriel que la paume de la main. Les différentes parties du corps de cette autre statuette ont été représentées proportionnellement au nombre de neurones qui régissent leur activité motrice. Ces parties les plus importantes sont sous le contrôle du plus grand nombre de neurones. Ces deux statues déformées ont beaucoup de choses en commun. Les parties du corps très sensibles au toucher ont généralement besoin d'être contrôlées avec précision. Dès la naissance, les nerfs ressentent les sensations, mais il faut du temps et de la patience avant de bien contrôler les muscles. Les premiers muscles que nous commençons à maîtriser sont les muscles du visage. Dès son plus jeune âge, un bébé exprime son émotion par un sourire ou un froncement de sourcils. Les expressions du visage demandent plus de finesse au fur et à mesure que les muscles et le système nerveux se développent. Les lèvres expressives doivent être contrôlées très précisément pour transmettre la parole et les émotions. Elles occupent une place prépondérante dans l'activité motrice du cerveau. Les mains foisonnent de muscles extrêmement précis. L'énorme région du cerveau contrôlant la main a été vitale pour notre évolution, compte tenu de la maladresse de nos ancêtres. Cela nous a menés à nos plus grandes réalisations culturelles. Pour contrôler nos muscles, nous dépendons de nos organes sensoriels. Chacun d'entre eux est relié à une région bien définie du cortex. L'œil transmet des signaux à l'arrière du cerveau, le long des nerfs qui le traversent. De façon étrange, l'aire de la vision se trouve loin des yeux. Quand on voit quelque chose, des signaux électriques parcourent rapidement ces pâles faisceaux nerveux. Ils transportent des messages codés à travers les hémisphères du cerveau vers l'arrière du cortex. Ce scanner montre une activité électrique dans une région du cerveau qui reçoit les messages. L'oreille nous transmet le moindre son et tous les messages que l'on nous adresse. Les sons sont amplifiés et perçus par un microphone naturel. De façon plus logique, ces signaux sont analysés par une région du cerveau située juste à côté de l'oreille.
Les odeurs sont transportées par des molécules invisibles vers l'arrière du nez. Elles stimulent des nerfs reliés directement au cerveau dans l'aire des émotions. C'est pourquoi les odeurs peuvent raviver des sentiments oubliés et réveiller des souvenirs. Ici, la senteur d'un parfum stimule plusieurs régions du cerveau. L'aire de la vision, en bas à droite, rappelle à notre souvenir une image liée à ce parfum. Ces circuits inconscients qui contrôlent nos sens restent encore inexplorés. Nous ne comprenons pas comment le cortex transmet à nos sens des réponses qu'il a reçues des différentes régions du cerveau pour créer une image du monde qui nous entoure. Pour réaliser la plupart des choses que nous entreprenons, nous nous servons de presque toutes les régions du cerveau. Même quand il s'agit simplement de répondre à une question. Nous devons écouter les mots, les comprendre, les enregistrer, puis donner la réponse. Parce qu'il renforce des circuits bien précis du cerveau, le langage façonne notre manière de penser. Cette région organise nos pensées selon des règles grammaticales. Elle envoie des signaux à la région qui coordonne la respiration, les cordes vocales, la langue et les lèvres pour nous permettre de parler. Muy bien, perfecto. Now we're on a conjugation round. Le langage nous permet d'apprendre des faits nouveaux, des idées différentes. Mais nous ne pouvons pas nous souvenir de tout ce que nous avons appris au lycée. Le cerveau est sélectif et choisit ce qui lui paraît important. Il emmagasine l'information en 2 étapes. Tout d'abord, dans sa mémoire à court terme. Quand on entend un mot pour la première fois, on peut s'en souvenir pendant quelques secondes. Mais il disparaîtra très rapidement, sauf s'il est enregistré par la mémoire à long terme. Who shall I choose? Desesperados? Corey. Pour se souvenir de ce que l'on a appris, le cerveau doit en permanence créer de nouvelles connexions entre les nerfs. La vraie structure du cerveau se modifie légèrement à chaque fois que nous transmettons quelque chose de nouveau à notre mémoire à long terme. De nouvelles connexions s'opèrent dans le cerveau. Mais comment nous parvenons sur commande à nous rappeler ce qui a été mémorisé reste encore un mystère. Yours, Mr. Johnson. Grâce à la répétition, les souvenirs s'incrustent dans notre mémoire. Le cerveau peut apprendre si on répète des mots et des faits mentalement. Cette technique fonctionne aussi de façon remarquable pour les aptitudes physiques. Hey, Mr. Johnson, Mrs. Johnson, yours. Sue. Perfecto. Le cerveau humain est l'organe le plus merveilleux et le plus mystérieux. Les scientifiques essaient encore de comprendre la fonction de chacun de ces plis et comment cette masse de neurones parvient à créer l'intelligence, la conscience et la connaissance de soi. Un ordinateur qui pourrait penser ou même être conscient de son existence n'est que pure science-fiction. Pourtant, chacun d'entre nous est doté d'un ordinateur beaucoup plus performant que n'importe quelle machine de l'an 2000. Le cerveau humain possède une telle ingéniosité qu'il nous emmène dans les contrées les plus éloignées de la Terre et au-delà. Sa portée est sans limite. Grâce à la souplesse du cerveau, nous pouvons regarder au-delà du monde qui est le nôtre et contempler l'infini.
Contrairement aux apparences, ce ne sont pas des images psychédéliques, vous êtes au cœur même de la réalité. Ces cristaux sont des hormones. Elles contrôlent chacun d'entre nous à chaque seconde de notre vie. Elles sont l'intermédiaire entre notre corps biologique et le monde extérieur. Elles déterminent nos moments de colère ou de bonheur, notre taille, la masculinité ou la féminité. Elles agissent sur notre volonté de faire l'amour ou la guerre. Voici les substances chimiques qui contrôlent nos rythmes vitaux. Nous avons tous un rythme quotidien, un cycle naturel de 24 heures qui règle notre corps. L'horloge biologique fonctionne inconsciemment durant toute notre vie. Son moteur tourne en silence tout au long des événements routiniers de la journée, tels que le réveil, les repas et le sommeil. Mais elle n'a pas été conçue pour faire face au voyage en avion. Remettre sa montre à l'heure quand on change de fuseau horaire ne prend que quelques secondes, mais l'horloge biologique ne peut être remontée aussi facilement. C'est pour cela que nous souffrons de fatigue et de désorientation, symptômes classiques de l'une des maladies du XXe siècle, le décalage horaire. La fatigue due au décalage horaire est un effet secondaire d'une guerre chimique qui se déclare au sein de notre corps, d'un conflit entre les hormones qui contrôlent notre horloge biologique. Le cerveau possède un système de contrôle instantané, les signaux électriques qui circulent très rapidement le long d'un réseau de nerfs. Notre système de contrôle chimique est plus lent mais tout aussi important. Les ordres proviennent de plusieurs glandes différentes qui sécrètent des médiateurs chimiques, les hormones. Le pancréas est une glande qui d'une part est responsable de la digestion des aliments et qui d'autre part sécrète des hormones libérées dans la circulation générale. Le sang est un système de livraison idéal pour transporter les hormones dans toutes les parties du corps. De jour comme de nuit, le flux et le reflux des hormones dans le sang orchestrent notre rythme quotidien. Toute rupture de rythme représente un sérieux problème pour Chris, qui est commandant de bord. Il parcourt 16 000 km par semaine et remonte sa montre de plusieurs heures chaque jour. Chris surmonte cette difficulté en mangeant et en dormant à l'heure de son propre pays. La tâche n'est pas facile pour les passagers venant d'un fuseau horaire différent. Leurs horloges biologiques doivent impérativement s'adapter. Si nous ne possédions qu'une seule horloge biologique, cela ne serait pas trop difficile. Mais le corps possède de nombreuses horloges internes, différentes glandes produisant à leur propre rythme des hormones. Lorsque Chris est à la maison, ces glandes fonctionnent de façon harmonieuse. Elles coordonnent leurs actions afin que le corps soit opérationnel. Elles règlent le cycle fondamental du sommeil et de l'éveil. Sous l'influence de notre horloge corporelle la plus essentielle, chaque fonction de notre corps change selon qu'il fait jour ou nuit ou selon la saison. Pas de ressort, pas de mécanisme, pas d'aiguille. Ce chef-d'œuvre biologique se situe à l'intérieur du cerveau, dans une zone appelée l'hypothalamus. Là, deux petits réseaux de nerfs suivent un rythme quotidien. C'est le tic-tac incessant de l'horloge humaine. Comme toute horloge, elle doit être régulièrement contrôlée et remise à l'heure si nécessaire. C'est le rôle d'une autre région du cerveau, parfois appelée le troisième œil. Pendant la nuit, elle sécrète une hormone, la mélatonine.
La fabrication de cette hormone cesse chaque matin dès que les yeux perçoivent la lumière du jour. La chute du taux de mélatonine nous réveille. Le lever du jour remet constamment l'horloge interne de Chris à l'heure. Son rythme quotidien est de 24 heures. Son cerveau tente d'ordonner tous les rythmes de son corps grâce à l'hypophyse, la glande maîtresse. Ce minuscule morceau de tissu, pesant seulement un demi-gramme, a une influence énorme sur tout le métabolisme du corps. Il produit une demi-douzaine d'hormones différentes, chacune assumant une tâche bien déterminée. L'une d'entre elles permet à notre corps de grandir. La plupart d'entre elles sont conçues de façon à stimuler d'autres glandes situées plus bas. Les inducteurs chimiques ordonnent à ces glandes de produire leurs propres hormones. En conséquence, des hormones différentes fonctionnent dans plusieurs parties du corps de Chris à divers moments de la journée. Tôt chaque matin, l'hypophyse prend pour cible les 2 glandes surrénales situées au-dessus du rein. Elle règle son corps et son esprit afin qu'ils soient au meilleur de leur forme durant la journée. Dissimulées sous une couche graisseuse, les glandes surrénales sont constituées de 2 glandes, l'une étant à l'intérieur de l'autre. La couche cortico-surrénale démarre le cycle quotidien des hormones. Dès les premières heures du jour, les glandes surrénales de Chris commencent à sécréter une hormone, le cortisol. Cette hormone atteint sa concentration maximum dès le réveil de Chris. Le cortisol est le stimulant du matin. Chaque jour, il procure une immédiate poussée d'énergie. Le rythme quotidien du cortisol est réglé dès que nous atteignons l'âge adulte. Avec l'âge, il est plus difficile de s'adapter au changement de rythme. Lors d'un voyage, le cortisol s'en tient à son ancien emploi du temps pendant quelques jours. Pour se remettre d'un long voyage en avion, il ne suffit pas de rattraper le sommeil perdu. Les hormones ont parfois besoin d'1 semaine pour reprendre leur rythme. Dès que le fortifiant matinal est épuisé, la partie interne des glandes surrénales sécrète les hormones du stress, l'adrénaline et la noradrénaline. Piloter un avion peut être stressant. Chris compte sur les hormones surrénales pour garder son esprit et son corps en excellentes conditions physiques. La menace d'un danger déclenche une augmentation importante de ces hormones, même s'il s'agit d'une simulation. L'adrénaline régule notre peur, la noradrénaline notre colère. Comme elles sont sécrétées en même temps, nous pouvons ressentir la peur et la colère simultanément. Dès que nous percevons un danger, le cerveau transmet immédiatement des signaux nerveux aux glandes surrénales et déclenche la sécrétion des hormones du stress. Lorsque nous sommes éveillés, les molécules de ces 2 hormones circulent à travers nos veines. Ces composés chimiques simples sont presque identiques. Quelques atomes différencient la peur de la colère. Lors d'un stress, elles atteignent des concentrations maximales. Quels que soient les problèmes auxquels Chris et son copilote sont confrontés dans le simulateur de vol, ces hormones leur permettront de faire face à la situation. Normalement, les glandes surrénales sécrètent 4 molécules d'adrénaline pour une molécule sécrétée par l'hormone de la colère. Mais certaines personnes sécrètent plus de noradrénaline que d'autres. Elles sont plus irritables. Néanmoins, les hormones de la colère ont aussi des aspects positifs. La noradrénaline nous tient en éveil et nous aide à nous concentrer. Le pilote d'un Boeing 757 avec 200 passagers à bord, qui doit faire face à un réacteur en feu au moment du décollage, est obligé d'être en excellente forme physique. Thrust set.
80 knots. Check. V1. Right engine fire. Rotate 17. Confirm that's a right engine fire. Affirmative. Right engine fire. Le cerveau de Chris est le premier à donner l'alerte. Son système nerveux réagit immédiatement. Il transmet des ordres aux muscles qui commandent les manettes. Quelques instants plus tard, les hormones surrénales se répandent à travers le corps. Un pilote entraîné paraît toujours serein. Mais il ne peut pas contrôler le flux d'hormones à l'intérieur de son corps. Sa respiration s'accélère, lui fournissant davantage d'oxygène. Les pupilles de Chris se dilatent afin d'améliorer son acuité visuelle. La salive et le mucus ne sont plus sécrétés et favorisent une meilleure ventilation. Son rythme cardiaque s'accélère, augmentant le flux sanguin qui irrigue le cerveau et les muscles. Chris transpire de plus en plus. Son corps se refroidit. Ses muscles se tendent et se raidissent, effectuant des mouvements rapides et vigoureux. Des fonctions secondaires telles que la digestion sont différées afin d'économiser de l'énergie. Même certaines caractéristiques de son sang sont modifiées. Son sang combat mieux les infections et coagule plus rapidement. $50, $30, $20. Durant tout l'exercice de simulation, le sang de Chris était rempli d'adrénaline et de noradrénaline. Dès que le danger disparaît, le taux d'hormones diminue. En 10 minutes, le taux est redevenu normal. Même avant la naissance, les hormones commencent à structurer notre vie. Ce fœtus âgé de 9 semaines, que l'on voit ici grâce à une échographie, se tourne et se retourne sous l'influence de l'hormone du réveil, le cortisol. Les hormones façonnent nos caractéristiques les plus fondamentales. Si un enfant est génétiquement voué à être du sexe masculin, ses testicules produisent de la testostérone qui régit la croissance de l'appareil génital masculin. Sans la testostérone, l'appareil génital serait d'office féminin et chaque fœtus serait une fille. Nous serions tous du sexe féminin. Après 15 semaines, la glande thyroïde du bébé sécrète une autre hormone vitale. La thyroxine s'assure que les organes du bébé grandissent tous à la bonne vitesse. Chez les jeunes enfants, la thyroxine contrôle la croissance des cellules nerveuses. Mais chez les adultes, sa tâche diffère. Elle régule le métabolisme de transformation énergétique des aliments. Chaque jour, un adulte moyen doit régénérer environ 225 grammes de muscles et de tissus. Nous possédons tous des taux de thyroxine différents. Ainsi, certaines personnes possèdent un meilleur métabolisme énergétique que d'autres. La thyroxine est une molécule simple dont le rôle est inversement proportionnel à sa taille. Elle détermine la vitesse à laquelle nous brûlons nos réserves graisseuses et la façon dont nous transformons les aliments que nous consommons. Elle fait également office de thermostat et garde notre corps à température constante. Durant ces 4 heures stressantes passées dans le simulateur de vol, Chris et Tim ont consommé beaucoup plus d'énergie et ont brûlé davantage de cellules. Maintenant que le danger a disparu, leur énergie doit être renouvelée. Leur corps a besoin de s'alimenter et de s'hydrater pour compenser la fatigue. Chris et Tim ont faim et soif. Just 2 points I want to comment on, Chris.
Le cerveau ressent plus particulièrement la tension. Il est alimenté par du sucre sanguin, le glucose, qui disparaît dans le sang. Le glucose est une source d'énergie disponible dans toutes les parties du corps et lui seul alimente le cerveau. Quand le taux de glucose diminue, nous nous sentons fatigués et nous perdons connaissance. Quand il y a un déséquilibre chimique, un autre système hormonal intervient. Le pancréas entre en action. Il transmet des instructions à son voisin, le foie, qui stocke le sucre inutilisé. Après un repas, le taux de glucose dans le sang ou glycémie augmente. Le pancréas déverse de l'insuline. Cette hormone ordonne au foie d'absorber le sucre dans le sang et de l'emmagasiner afin de pouvoir s'en servir plus tard. Entre les repas, la glycémie diminue. Le pancréas cesse de déverser de l'insuline et produit une seconde hormone, le glucagon, dont l'action est inverse à celle de l'insuline. Sous l'influence du glucagon, le foie déverse à nouveau du sucre dans le sang. Le glucagon est une molécule beaucoup plus petite que la molécule d'insuline, mais elle est tout aussi efficace. Ces deux hormones se maintiennent en équilibre au bout d'un balancier chimique. Elles contrôlent le taux de glycémie dans le sang. Elles contrôlent le mélange chimique complexe et étrange que nous infligeons à notre système digestif. Dès que la nuit approche, un changement se produit dans l'équilibre hormonal. Notre horloge biologique maîtrise certains de ces changements, alors que d'autres restent sous notre contrôle direct. Les repas imposent leur propre rythme. Alors que la thyroxine contrôle la vitesse à laquelle nous brûlons notre énergie, l'insuline régule le taux de glycémie dans le sang. Il augmente après un repas, puis diminue progressivement. S'il est trop bas, nous avons faim. D'habitude, ces deux hormones fonctionnent harmonieusement. Lorsque ce n'est pas le cas, nous mangeons plus que nécessaire. Avec l'âge, notre appétit se stabilise, mais nous brûlons l'énergie plus lentement et nous prenons du poids. L'adrénaline a aussi un rôle à jouer dans l'alimentation. Comme le taux d'adrénaline diminue en fin de journée, nos sens manquent de précision et de discernement. Le soir, les aliments ont meilleur goût. Plus on mange tard, plus la nourriture que l'on consomme est appréciée. Lorsque le taux d'adrénaline diminue, le sommeil et l'envie de dormir nous gagnent. Mais il faut du temps pour s'endormir. Le taux hormonal dans le sang de Chris change petit à petit, ordonnant aux organes et à l'organisme de se préparer pour la phase nocturne de ce cycle de 24 heures. Dès que nous nous endormons, le corps entre dans une phase de réparation. La glande maîtresse, l'hypophyse, commence à produire davantage d'hormones de croissance. Cette substance chimique permet aux enfants de grandir en fortifiant leurs os et leurs muscles. Mais elle est également indispensable aux adultes. L'hormone de croissance ordonne aux cellules de réparer les dégâts de la journée. Le taux d'hormone de croissance de Chris augmente 1 heure et demie après qu'il se soit endormi.
Au même moment, l'adrénaline atteint son taux le plus bas. Lors d'un sommeil profond, le corps est extrêmement vulnérable. Les hormones foisonnent au sein du système sanguin. Seules certaines cellules sont à même de réagir selon chaque hormone. Il existe au niveau cellulaire des récepteurs spécifiques de l'hormone de croissance. La fixation de l'hormone à son récepteur déclenche une réaction de la cellule et stimule la croissance. Les hormones seraient peu de choses si elles n'étaient pas consacrées aux bons récepteurs. Si les mauvais venaient à être stimulés, la faim se transformerait en colère ou un danger déclencherait des maux d'estomac et notre horloge biologique serait entièrement détraquée. Voici un nouvel avion rempli de passagers et de nouvelles hormones qui tentent de s'accommoder à ces nouveaux fuseaux horaires. Le sang charrie des douzaines d'hormones. Personne ne sait de façon certaine comment elles influent et agissent sur notre cerveau et nos émotions. Si vous voyagez en avion d'ouest en est, les effets du décalage horaire durent 2 fois plus longtemps que si vous voyagez dans la direction opposée. Toutes nos hormones ne sont pas aussi sensibles au voyage. Le rythme de certaines hormones est beaucoup plus lent. Certaines hormones descendent dans les reins, régulant l'hydratation du corps. D'autres gèrent le taux de sel contenu dans le sang, ou bien agissent sur la calcification ou la décalcification des os, transportant ainsi des éléments vivants dans toutes les parties du corps. Les hormones sont plus que de simples médiateurs chimiques. Ensemble, elles commandent le système le plus complexe que nous connaissions, l'être humain. Si l'environnement est hostile, les hormones règlent notre chimie interne afin d'assurer notre survie. Dans des moments plus sereins, elles s'affairent tout autant afin que le corps fonctionne à un rythme plus lent. Des milliards d'années d'évolution ont créé ces substances chimiques qui régulent notre santé et notre énergie, qui rétablissent l'équilibre de notre organisme et qui préservent aussi les rythmes fondamentaux de la vie. Un million de Roméo font la cour. Ils poursuivent un ovule. Ce pourraient être les prémices d'une nouvelle vie. Explorons les mystères de la sexualité.
L'amour fait peut-être tourner le monde, mais Damian et Ruth ont beaucoup de projets. Ils désirent fonder une famille. Ces jeunes gens répondent à un besoin biologique profond dans le but d'assurer la reproduction de l'espèce humaine. L'homme et la femme doivent attendre l'adolescence avant que leur corps ne soit à même de procréer. Contrairement à certains animaux, l'homme se reproduit tardivement. Mais la différence ne s'arrête pas là. Une femme a de la poitrine même si elle n'allaite pas son enfant. Nous aimons faire l'amour à tout moment et pas seulement lors de l'ovulation. Ceci crée un lien entre les partenaires. Faire l'amour est à la fois un plaisir et un moyen de reproduction. Dans le monde entier, tous les amoureux et leurs promises ont pour unique désir d'unir leurs différences pour concevoir un être unique. Nous portons tous en nous les germes d'une nouvelle génération. Le spermatozoïde est une cellule microscopique. Pourtant, dans la tête d'un spermatozoïde se trouve un futur être humain. Le flagelle propulse le spermatozoïde vers une cible plus importante, l'ovule. Il est rempli de substances nutritives et de corps chimiques indispensables à sa croissance. C'est la plus grosse cellule du corps humain, mais elle paraît minuscule comparée à la pointe d'une aiguille. Malgré leurs différences, l'ovule et le spermatozoïde transportent le même chargement précieux, les gènes, les caractères héréditaires de l'être humain. Lorsque nous faisons l'amour, nous mélangeons nos gènes et les combinons de différentes façons. La couleur de la peau, des cheveux, des yeux, notre santé, notre caractère sont contrôlés par les gènes que nous transmettent nos parents. Chaque nouveau-né est unique. En mélangeant constamment les données génétiques, nous avons l'assurance que l'espèce humaine continuera d'évoluer. Ruth et Damian peuvent donner la vie à partir de la puberté. Mais en vérité, tout a commencé beaucoup plus tôt, dès que les cellules de Damian se trouvaient dans l'utérus de sa mère. À la naissance, une femme a une réserve d'ovules qui durera toute sa vie. Ce fœtus, d'une petite fille de 5 mois, possède déjà 7 millions d'ovules blottis au sein d'un ovaire en formation. D'ici la puberté, il n'en restera que 300 000. Les ovules se détruisent au fil du temps. La période de fécondité d'une femme est de 30 ans. L'homme naît avec une usine à fabriquer du sperme qui commencera à fonctionner seulement à l'âge de la puberté, pour ne plus jamais s'arrêter. Durant sa vie, un homme produit assez de spermatozoïdes pour repeupler plusieurs fois la planète. Pour atteindre leur but, les spermatozoïdes partent pour un long voyage durant lequel des millions d'entre eux mourront. Un spermatozoïde a une chance infime de parvenir jusqu'à la fin de ce périple. Concevoir un enfant est un jeu de hasard. Si vous tentez d'avoir un enfant comme Damian et Ruth, chaque mois vous avez une chance sur 4 d'y parvenir. Notre corps et les préliminaires amoureux sont parfaitement conçus pour que l'ovule et le spermatozoïde puissent se rencontrer. Nous sécrétons des hormones dès la puberté. Les œstrogènes et la testostérone contrôlent le développement des seins, des poils et de l'appareil génital. Ces messagers chimiques modifient notre corps et notre esprit. Les garçons commencent à courtiser les jeunes filles qui elles-mêmes recherchent la compagnie masculine. Non seulement les hormones permettent au corps de procréer, mais grâce à elles, nous tombons amoureux. Première étape, un garçon rencontre une fille. Pourquoi une personne nous paraît-elle séduisante?
Comme le rappelle ce vieux proverbe, il n'y a point de laides amours. Mais la science voit les choses différemment. Nous partageons tous les mêmes idées sur ce qui rend un visage séduisant ou non. Grâce à l'ordinateur, les scientifiques analysent une série de portraits afin d'obtenir un visage standard. Si on leur demande de choisir, c'est ce visage d'homme ordinaire que les gens préfèrent. Et c'est ce visage de femme tout aussi ordinaire qui emporte également la majorité des suffrages. Avant que le mécanisme de reproduction ne se déclenche, on doit d'abord s'adonner à un jeu physiologique très subtil. Les regards, les expressions en disent plus long que les mots, mais dans les jeux de l'amour, d'autres sens jouent un rôle crucial. L'amour et le désir possèdent leur propre langage biologique. Le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe entraînent des changements au sein du corps dont le seul but est la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Une fois par mois, l'hypophyse située sous le cerveau sécrète une hormone qui s'achemine vers les organes génitaux de la femme. À côté de l'utérus rougeâtre, juste un peu plus gros qu'une poire, se trouve un ovaire blanc, la cible des hormones. Au premier plan, voici la trompe de Fallope. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour concevoir un enfant. L'ovaire contient des centaines de milliers d'ovules. Ils dorment là jusqu'à ce qu'un signal hormonal déclenche l'ovulation. Avant la conception du fœtus dans l'utérus, l'ovule attend parfois 40 ans avant d'être fécondé. Les ovules sont en sécurité à l'intérieur du corps de la femme, alors que les spermatozoïdes se trouvent dans un organe externe, un endroit exposé au danger. Mais la température des testicules doit être basse, car le sperme est sécrété uniquement si la température est inférieure à celle du corps. Dans les testicules s'enchevêtrent des centaines de mètres de vaisseaux sanguins, le lieu de production des spermatozoïdes. Dans cette coupe transversale, ces flagelles très longs appartiennent à des spermatozoïdes arrivés à maturité dans l'attente d'une livraison. Regroupés autour des parois, ces spermatozoïdes deviendront des constituants du sperme. Ce processus prend en tout 10 semaines. Un homme produit 1000 spermatozoïdes par seconde, jusqu'à 100 millions par jour. Le spermatozoïde est très efficace pour livrer son chargement de gènes au destinataire. Derrière la tête se trouve un moteur qui lui fournit une grande quantité d'énergie. La flagelle en forme de fouet le propulse à une vitesse fulgurante. La tête en forme de torpille est surmontée d'un capuchon rempli de corps chimiques qui pénétrera dans l'ovule. À l'intérieur de ce capuchon se trouve une énorme quantité d'ADN. Dépliez cette double hélice d'ADN et vous découvrirez le code génétique, la spécificité de chaque nouvel être humain. Les spermatozoïdes et les ovules transportent des paquets de chromosomes. Les cellules qui se transforment en ovules ou en spermatozoïdes sont constituées de 46 chromosomes comme toutes les cellules du corps humain. Ces chromosomes se divisent en deux lors d'un processus spécial. Avant de se dédoubler, ils se mélangent les uns aux autres, s'échangeant des informations génétiques pour produire une combinaison unique. Cet échange assure la variété de l'espèce humaine. Ainsi, des millions de spermatozoïdes attendent dans les testicules un ovule sur le point d'être libéré. Chaque mois, les conditions sont réunies pour qu'ils se rencontrent. Lors d'un rapport sexuel, notre corps subit des changements qui permettent aux spermatozoïdes de pénétrer dans le corps de la femme et de rencontrer l'ovule. Grâce à la thermographie, les zones rouges et blanches montrent que l'augmentation du flux sanguin de route produit de la chaleur. C'est ainsi que le corps répond à l'excitation sexuelle.
Ces changements internes entraînent le gonflement des tissus et la lubrification. La peau réagit intensément à l'excitation sexuelle. La surface de la peau représente environ 2 mètres carrés, constituée de 5 millions de cellules tactiles. Elles envoient des signaux sensoriels au cerveau avec la rapidité de l'éclair. Des zones extrêmement sensibles recouvrent tout le corps. Ces zones érogènes comprennent les lèvres, les seins et les organes génitaux externes. Quand nous inspirons profondément, le flux sanguin augmente et les battements du cœur accélèrent. D'habitude, le sang contourne le pénis. Mais là, ces vaisseaux se dilatent et ces tissus gonflés de sang entraînent une érection. Les spermatozoïdes, jusque-là immobiles, peuvent maintenant bouger. S'ils étaient aussi grands que des hommes, ils battraient le record du 100 mètres nage libre. Ils se déplacent maintenant dans le corps de l'homme pour se fortifier grâce à des sécrétions émises par la prostate. Lors de l'éjaculation, les spermatozoïdes courent une distance équivalente pour un homme à 14 km. 700 millions de spermatozoïdes jaillissent contre la paroi vaginale. C'est le début d'un long voyage, un parcours du combattant jonché d'obstacles très dangereux. À l'intérieur du corps de la femme, les spermatozoïdes sont maintenant en territoire étranger. Voici ce qu'aperçoit un spermatozoïde à l'intérieur du vagin. Là, de petits plis piègent le spermatozoïde. Voici le chemin qui mène à l'utérus, le col de l'utérus. Les spermatozoïdes se promènent au milieu de ces cellules de peau à l'aspect rugueux. Beaucoup de spermatozoïdes sont piégés par ces crevasses. D'autres s'y abritent, s'y cachent, puis repartent à l'attaque dans les heures qui suivent. Le vagin contient un acide qui le protège des microbes. Ici, ni les bactéries ni les spermatozoïdes ne peuvent survivre. 100 millions de spermatozoïdes meurent dès le départ. La plupart des spermatozoïdes meurent dans le vagin. Le spermatozoïde survivra s'il est fort et s'il se déplace rapidement. Il est arrivé ici à la suite d'une éjaculation. Maintenant, il doit se débrouiller seul. Contrairement à l'animal, l'homme sécrète peu de spermatozoïdes. Bien que ses testicules soient gros, l'homme produit moins de spermatozoïdes qu'un hamster. Plus de la moitié des spermatozoïdes présentent des anomalies. Voici un spermatozoïde avec une tête courbée. Certains ont 2 flagelles, ce qui peut être un inconvénient. D'autres n'ont pas de tête. Il est vital que le spermatozoïde ne présente pas d'anomalie. Il aura rempli sa mission seulement quand il aura trouvé un ovule à féconder. Dans l'ovaire, un follicule qui arrive à maturité crée une petite protubérance sur la gauche. Lors du cycle menstruel, le follicule éclate et un ovule s'en échappe. L'orgasme de la femme peut aussi le déclencher. Toutes les 4 semaines, ces franges au bord des trompes sont d'abord stimulées par des hormones, puis elles partent à la recherche de l'ovule. Elles récupèrent l'ovule pour qu'il ne se perde pas dans l'abdomen. Une fois dans les trompes, l'ovule a 48 heures pour rencontrer un spermatozoïde. C'est la seule période pendant laquelle une femme peut tomber enceinte. Les parois musculaires des trompes poussent l'ovule qui, à l'inverse du spermatozoïde, ne peut pas se mouvoir seul. Les trompes sont recouvertes de poils microscopiques, les cils. Ils poussent l'ovule
et le nourrissent lors de ce long voyage jusqu'à l'utérus. Le spermatozoïde qui est parvenu jusque-là doit franchir une autre barrière, le col de l'utérus. Cette entrée étroite qui mène à l'utérus est parfois bloquée par la muqueuse. Cette barrière muqueuse empêche les bactéries de pénétrer dans l'utérus. Ainsi, ni les microbes ni les spermatozoïdes ne peuvent s'infiltrer dans ces fibres très minces. Au microscope, la muqueuse semble fine et perméable. Chaque mois, pendant 2 jours, cette structure se transforme en un filet plus large à travers l'émail duquel le spermatozoïde peut se faufiler. Ce paysage interstellaire est en fait la muqueuse du col de l'utérus, constituée de cristaux. En pleine période de fertilité, la muqueuse ressemble à une œuvre d'art microscopique. À l'extérieur du corps, la muqueuse sèche et forme des dessins magnifiques. Les spermatozoïdes qui ont survécu jusque-là peuvent maintenant se frayer un chemin. La muqueuse les nettoie de toutes les bactéries qu'ils pourraient transporter. À cette période du mois, la muqueuse est un réservoir idéal pour les spermatozoïdes. Ici, ils survivront pendant 48 heures. Ce réservoir augmente les chances de réussite si l'ovulation n'a pas encore eu lieu. L'excitation sexuelle de la femme aide le spermatozoïde dans sa course. Dès qu'une femme atteint l'orgasme, la pression au sein de l'utérus diminue, attirant les spermatozoïdes vers le col de l'utérus afin d'être fécondés. Il s'agit d'un cas d'extrême urgence puisque l'ovule ne vivra que quelques heures. Dans l'utérus, les spermatozoïdes qui ont survécu forment un paquet pour remonter ensemble et lutter contre la pesanteur. Le vagin est loin derrière et le spermatozoïde est maintenant très proche de son but. Les parois vaginales sécrètent une substance nutritive qui prépare l'arrivée de l'ovule fécondé. Cette substance joue un rôle important. Quand les spermatozoïdes se reposent un moment dans l'utérus, des enzymes viennent leur prêter main forte pour qu'ils puissent pénétrer dans la membrane externe de l'ovule. Ils viennent d'atteindre leur objectif final, les trompes. Moins d'un spermatozoïde sur 100 arrive jusque-là. Ils doivent alors choisir par quelle trompe entrer. Une seule mène à l'ovule et la moitié des spermatozoïdes empruntent le mauvais chemin. Le spermatozoïde qui parvient à trouver le bon chemin a beaucoup de chance. L'ovule envoie des signaux chimiques pour guider les spermatozoïdes. Les parois vibrantes de l'utérus accompagnent les spermatozoïdes jusqu'à leur destination finale. Moins de 2,5 cm séparent l'ovule du spermatozoïde et ils se rapprochent très vite. Seulement 100 spermatozoïdes environ atteindront l'ovule. Là, ils se mettront immédiatement au travail. Ces spermatozoïdes essaient désespérément de traverser la membrane externe.
Il pousse pour s'introduire à l'intérieur, mais un seul spermatozoïde y parviendra. Lors de ce marathon, aucun prix n'est décerné au vainqueur. Une fois arrivé, le spermatozoïde s'accroche à la surface de l'ovule. Une quantité fulgurante d'enzymes contenues dans la tête du spermatozoïde pénètre l'ovule. À cet instant, un arc-en-ciel semble traverser l'ovule. Il s'agit d'un signal chimique. La membrane de l'ovule se solidifie avec la vitesse de l'éclair pour empêcher d'autres spermatozoïdes de pénétrer à l'intérieur. 2 heures après la fécondation, on peut apercevoir 2 génomes au centre de l'ovule. L'un appartient à l'ovule, l'autre au spermatozoïde. À présent, les 2 ensembles de chromosomes se rejoignent pour s'unir. Ils constituent les données vitales de la cellule. Cette tache bleue représente l'ADN des spermatozoïdes. De l'autre côté, vous apercevez celui des ovules. Les deux s'unissent au centre de la cellule. À partir de là, l'ovule commence à se diviser. Les chromosomes se séparent et l'ovule se dédouble. Quelques heures plus tard, ces 2 cellules se divisent à nouveau et forment 4, puis 8, puis 16 cellules. Il faudra des millions de divisions avant que l'enfant ne puisse naître. Plus petit que la pointe d'une aiguille, il s'agit pourtant d'un nouvel être humain. La moitié des ovules fécondés ne parviennent pas à s'implanter dans l'utérus. Ils disparaissent lors des règles. Pour les ovules qui auront eu de la chance, une semaine plus tard, l'embryon se trouve dans l'utérus de la mère. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Le désir de se reproduire fait tourner le monde. Contrairement aux animaux, nous nous reproduisons peu, mais ce manque de fertilité peut être un avantage. Quand les 2 membres d'un couple sont attirés l'un vers l'autre, il en découle une atmosphère familiale sécurisante pour élever des enfants. L'évolution du corps humain a permis à l'espèce humaine de se perpétuer et de ressentir du plaisir. Ainsi, chaque naissance semble tenir du miracle.